Donc, bienvenue Bien, à bonjour, l'université. bonjour tout le monde. Et bienvenue donc à l'université Clé Formation pour cette conférence de clôture en présence de Bernard Magnier. Alors, avant de vous présenter notre invité, vous pouvez bien évidemment dans le chat nous indiquer, hein, je vous rappelle que vous avez un espace qui s'intitule questions. Vous pouvez évidemment nous dire déjà d'où vous nous suivez. Vous êtes très nombreux et des quatre coins de la planète à nous suivre. Ça fait toujours très plaisir et ça continue à entrer hein, parce que vous êtes vraiment très très nombreux à être inscrits pour cette conférence plénière. Je rappelle que la conférence plénière sera suivie également d'une petite activité musicale. Voilà, donc c'est important là aussi de ne pas vous déconnecter à la fin hein, de la comment dire à la fin de la conférence, hein, puisqu'il y aura donc ce moment plus culturel et musical qui nous accompagnera donc avec Valérie Clio. Voilà. Donc je pense nous avons déjà donc beaucoup de monde. Je ne sais pas si on attend encore un petit peu. On peut peut-être lancer quand même la petite vidéo sur les universités clés formation en attendant que tout le monde arrive sur la plateforme. D'accord, d'accord. Bien, donc nous allons cette fois pouvoir commencer, comme je vous le disais, donc par la conférence de Bernard Magnier, donc du monde à la langue française, suivie donc par une animation musicale proposée par Valérie Clio en collaboration donc avec le Centre de la francophonie des Amériques. Et de cette façon prendra fin donc l'université Clé Formation. Comment dire, cette conférence de clôture se fait aussi en partenariat avec le Français dans le monde, dont je vous laisse apprécier une petite vidéo. Voilà, donc c'était euh, une petite vidéo de notre partenaire également, la revue du professeur de français, Le français dans le monde, que vous connaissez toutes et tous, qui est un élément important évidemment de lien
entre l'ensemble des professeurs de français du monde entier. Je vous rappelle aussi que l'ensemble des documents complémentaires, les références, les sites qui vont être ou qui ont été cités dans les interventions précédentes ou qui vont être cités dans la conférence, vous pouvez les retrouver dans le Padlet que nous avons mis à votre disposition. Vous avez l'accès à partir soit du lien, soit du QR code. Il vous suffit vous pouvez prendre en photo ce QR code. On vous le rappellera de toute façon à la fin de cette présentation, de cette conférence, pardon. Voilà. Donc je vais demander à Annick si ça peut, voilà, on va pouvoir donc commencer, voilà, du monde à la langue française donc je vais vous présenter notre conférencier, Monsieur Bernard Manier. Bonjour. Alors, on va remettre votre micro. Je crois qu'il est éteint et on va le remettre. Voilà, c'est bon, ça marche. Voilà, très bien. Alors, Bernard Manier, je vais juste demander si on peut passer la diapositive suivante. Voilà, pour vous présenter un petit peu. Donc, avant tout, donc vous êtes journaliste littéraire, vous collaborez avec différentes revues, radios, vous dirigez aussi la collection Lettres africaines aux éditions Actes Sud, et puis vous êtes conseiller littéraire pour à la fois le Théâtre Le Tarmac, le Centre national du livre, également au Centre Georges Pompidou, et puis vous programmez le festival des littératures métisses à Angoulême depuis déjà quelques années, et vous animez un peu partout dans le monde, et j'imagine maintenant un petit peu plus virtuellement aussi, conférences, stages, notamment dans le cadre du réseau des instituts et alliances françaises que nous connaissons bien, évidemment. Vous êtes également l'auteur de plusieurs publications. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous êtes, je crois, quand même, et ça c'est important de le dire, un véritable expert de l'Afrique, des différents mondes africains et évidemment de ces auteurs. Vous avez donc énormément publié sur la littérature, la poésie africaine. Toute la référence bibliographique est présente dans le Padlet que j'ai cité tout à l'heure. Et puis, vous êtes aussi auteur d'une pièce de théâtre, Le fabuleux destin d'Amadou Ambapateba. J'espère, excusez-moi si j'ai écorché le nom, une pièce que vous avez présentée à Paris en 2018. Voilà. Avec nous dans le chat, Annie Catterer, qui prendra la relève tout à l'heure dans la présentation, et Regina Rizzi, mes collègues que je salue également. Bernard Manier, c'est vraiment un très grand plaisir de compter sur votre présence aujourd'hui. Nous vous remercions. Vous êtes vraiment le bienvenu, et les professeurs vous écoutent de partout dans le monde. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous dans le monde. Alors, l'intitulé du monde à la langue française peut paraître en tous les cas bien présomptueux. Il s'agit peut-être plus modestement de feuilleter la littérature française ou les littératures françaises, et peut-être de pointer ça et là ces auteurs qui, en particulier ces dernières années, sont venus du monde entier publier en français dans la langue française. Alors, pour commencer cette présentation, cette conférence, je voudrais tout d'abord dire que pendant très longtemps, et ce jusqu'à peu près au XXe siècle, lorsque l'on disait les expressions lettres françaises, littérature française au singulier ou au pluriel, en gros, cela signifiait des littératures écrites par des Français qui vivaient dans l'Hexagone. C'était à peu près la définition d'un auteur français. Quelques francographes étaient venus au fil des siècles s'agglomérer, venir sur ces territoires français et francophones. Je pense à Casanova, je pense à Marco Polo, si je pense plus récemment dans le 19e siècle à Émile Zola, auparavant à la comtesse de Ségur, comme ça quelques auteurs qui venaient de loin, mais peu finalement, la grande majorité des auteurs étaient des auteurs français. Si l'on avance un petit peu et assez vite dans le temps, la
première moitié, les 60 premières années ou les 50 premières années du XXe siècle, ont vu ce que j'appelle dans mon intervention l'influence de l'histoire sur la géographie littéraire. Je m'explique sur cette expression-là. L'influence de l'histoire sur la géographie littéraire, cela signifie simplement que la colonisation, les découvertes dans un premier temps, la colonisation dans un deuxième temps, ont fait que un petit peu partout dans le monde, des littératures ont émergé et des auteurs sont venus, là aussi, enrichir la littérature française. À l'intérieur de ce moment-là, de 1900 à 1960, donc, on voit voir apparaître des littératures écrites par des écrivains qui sont venus des territoires colonisés. Je mets de côté, parce que ça serait un monde très spécifique, je mets de côté la Belgique et la Suisse, de même que je mets de côté le Québec qui a une littérature spécifique et une histoire spécifique. Mais les autres terres de colonisation, je veux parler de l'Afrique, que ce soit le Maghreb ou que ce soit l'Afrique subsaharienne, qu'il s'agisse de la Caraïbe ou qu'il s'agisse de l'océan Indien ou du Proche ou du Moyen-Orient, toutes ces littératures ont émergé dans les 50 premières années du XXe siècle. Dans un premier temps, ce sont peut-être les littératures que l'on a appelées les littératures noires ou les littératures négro-africaines. C'était en gros des auteurs qui venaient soit de la Caraïbe, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et d'Haïti, et puis des auteurs qui venaient du continent africain, singulièrement du continent subsaharien. Dans ces littératures, il y a eu dans les années 30 ce mouvement de la négritude qui a simplement voulu dire au monde, nous sommes noirs, nous sommes là et nous avons souhait de nous inscrire nous aussi dans l'histoire de l'humanité. Nous avons des choses à dire. Et un certain nombre de poètes, certains très connus, Césaire pour la Martinique, Senghor pour le Sénégal et l'Afrique, sont venus écrire directement en français. Quelques années après, je vais assez vite sur cette période parce que ce n'est pas là le cœur de mon sujet, dans les années 1950, vous avez des littératures qui ont émergé. Vous avez le visage sous les yeux de trois personnes, trois auteurs qui, tous à peu près au même moment et dans des lieux extrêmement différents du monde, ont écrit des livres très voisins. Mouloud Feraoun vient de l'Algérie et il écrit un livre qui s'intitule Le fils du pauvre. Kamaralai vient de Guinée, il écrit pour sa part L'enfant noir. Et Joseph Zobel écrit La rue Cazeneuve. Ces trois livres racontent une enfance, une enfance algérienne, une enfance guinéenne et une enfance martiniquaise. Et elles sont toutes les trois des enfances pauvres. Et ces auteurs, le récit est en large partie autobiographique, vont raconter comment ils vont essayer, ou comment leurs parents, leurs grands-parents vont essayer de les faire sortir de cette pauvreté pour leur faire accéder à un autre monde. Mouloud Feraoun deviendra instituteur, Kamaralai racontera l'histoire d'un petit gamin auquel ses parents, ses grands-parents racontent des histoires africaines, et Joseph Zobel racontera comment un enfant échappera à la rue Cazeneuve parce que sa grand-mère a décidé de l'emmener à l'école et de se saigner aux quatre veines pour que ce petit gamin échappe à la dure condition qu'elle-même a connue. Nous sommes dans les années 50. Si on avance un petit peu après, on s'aperçoit que vous avez eu entre 1945 et 1960, dans l'histoire du monde, 15 années absolument fondamentales. 15 années durant lesquelles vous avez à peu près un tiers de l'humanité qui s'est désasservi de l'autre tiers de l'humanité. Je veux dire que les grandes décolonisations ont eu lieu à ce moment-là et des voies ont émergé, alors ce sont des voies politiques dans un premier temps, ont émergé dans un certain nombre de pays et ont pris la place des anciens colonisateurs, pour l'essentiel des Européens. Je veux dire par là que en Inde, M. Nehru, M. Gandhi, en Chine, M. Mao Tse-tung, à Cuba, M. Castro, en Afrique, des leaders comme Nkrumah, comme Houphouët-Boigny, comme Senghor, émergent et prennent la place et prennent la parole et disent ce qu'est leur pays et leurs revendications d'un point de vue politique. Et vous avez un mouvement littéraire qui suit à peu près ce mouvement politique. Les indépendances du monde de l'Asie et du monde de l'Afrique arrivent dans les années 50 et 60, et vous avez un certain nombre de littératures qui vont émerger, et de très grands noms vont apparaître.
Si on va du côté du Maghreb, vous avez comme figure majeure Kateb Yassine pour l'Algérie, Driss Chreibi pour le Maroc, Assia Djebar un tout petit peu plus tard, de nouveau pour l'Algérie. Et puis, ces auteurs majeurs seront suivis par des auteurs qui auront une audience très large, de Tahar Benjeloun à Leila Slimani pour le Maroc. Par exemple, voilà deux auteurs qui obtiendront l'un et l'autre, à quelques 30 ans d'écart, dans les années 80 pour le premier, dans les années 2010 pour la seconde, qui obtiendront l'un et l'autre le prix Goncourt. Du côté de l'Afrique subsaharienne, de très grands auteurs émergent aussi. Je pense à quelqu'un comme Amadou Kourouma, du côté de l'Afrique subsaharienne et de la Côte d'Ivoire, à Sonny Laboutansi, du côté du Congo-Brazzaville. Ces auteurs vont créer des littératures qui auront comme élément majeur d'intégrer leur langue à la langue française. Kourouma est un malinké de Côte d'Ivoire, il introduira du malinké dans sa littérature. Sonny Laboutansi, congolais, et lui aussi introduira des mots en lari, sa langue, mais aussi d'autres langues congolaises qui feront une langue, l'un et l'autre, singulière. C'est du français, mais un français qui devient africanisé pour ces deux auteurs. Du côté de la Caraïbe, vous avez aussi des auteurs très importants qui vont émerger, si je dis Édouard Glissant, si je dis Patrick Chamoiseau, si je dis Maryse Condé, Raphaël Confiant. Vous avez là des auteurs qui, pour certains, ont joué du créole et du français pour créer leur littérature. Pour d'autres, ont conservé le créole pour la poésie et pour le théâtre et pris la langue française pour le roman. Et pour certains, sont passés du créole à la langue française. Je mets à part le cas d'Haïti pour cette zone la zone Caraïbe, parce que Haïti a été indépendant en 1804 et donc a une histoire singulière. C'est la première colonie à se désasservir de la tutelle coloniale française par des mouvements de révolte qui vont aboutir et à cette indépendance politique, mais aussi indépendance sur le plan de la littérature. Et des auteurs vont créer tout au long du 19e siècle et dans le début du 20e siècle. L'histoire d'Haïti est singulière et sans doute, des conséquences de cette histoire singulière, c'est l'arrivée à l'Académie française de Dany Laferrière, l'un des auteurs majeurs aujourd'hui de la littérature française. Du côté de l'océan Indien, vous avez une très grande figure, lui prix Nobel de littérature, relativement récemment, Jean-Marie Gustave Leclésio, qui est originaire de l'île Maurice, même s'il est né à Nice, mais il a beaucoup parlé de cette zone indo-océanique dans sa littérature. Et la zone indo-océanique, c'est-à-dire Madagascar, l'île Maurice, la Réunion, les Comores, sont aussi des terres fertiles à la littérature. J'en veux pour preuve, par exemple, la figure féminine d'Ananda Devi, qui vient de l'île Maurice et qui, elle aussi, s'exprime en français. Elle aurait pu le faire en anglais. Elle a choisi la langue française et elle a inscrit une œuvre majeure dans les lettres françaises. Du côté du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, on pourrait citer des auteurs comme André Chédid, la poétesse, romancière, Edmond Jabès ou Albert Kosri, qui viennent de la zone libano-égyptienne et qui ont écrit là aussi des chefs-d'œuvre dans ces langues. Aujourd'hui, quelqu'un comme Amin Malouf, lui aussi à l'Académie française, a pris le relais de cette littérature. Globalement, ces littératures sont, si on regarde l'histoire en feuilletant tous ces livres produits des années 1930 jusqu'aux années 2000, par exemple, on s'aperçoit que, en gros, et si l'on veut résumer la trajectoire de ces écrivains, ils sont passés d'une littérature du nous à une littérature du je. Je m'explique. La littérature du nous, c'est tous ces auteurs qui, à un moment ou un autre, ont revendiqué une parole noire, une parole africaine, une parole créole, une parole caribéenne, une parole maghrébine, une parole indo-océanique, c'est-à-dire une parole collective. Et puis, peu à peu, les littératures ont évolué. On est passé de la littérature noire à la littérature négro-africaine, puis à la littérature africaine d'un côté, la littérature caribéenne de l'autre, puis à l'intérieur de la littérature africaine, des littératures nationales. On va parler de littérature sénégalaise, de littérature congolaise, de littérature ivoirienne. À l'intérieur du Maghreb, on parlera de littérature algérienne, tunisienne, marocaine. Et peu à peu, on va aller
vers le je, c'est-à-dire que de plus en plus, des auteurs vont dire « je parle en mon nom ». Je ne renie pas du tout ma condition d'Africain, de Noir, de Maghrébin. Non, mais j'en parle en mon nom. Je ne revendique pas du tout un nous collectif, ce que faisaient leurs aînés. Et c'est un mouvement qui est très important et qui me semble intéressant de souligner et de rappeler devant vous. Si on avance dans le temps, on arrive avec la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle vers quelque chose qui amène le monde entier, et ça c'est le cœur de mon introduction, avec des auteurs qui ne viennent plus seulement de France, premier siècle, qui ne viennent plus seulement des anciennes terres colonisées, deuxième siècle, certes, mais troisième cercle, du monde entier. Des auteurs qui sont aussi bien, qui appartiennent au monde latino-américain, au monde nord-américain, à l'Europe, qui appartiennent à l'Asie, bref, qui viennent du monde. Quelques pionniers. Alors évidemment, à la fin du 19e siècle, début du 20e, quelqu'un comme Apollinaire venait avec sa culture polonaise. Beckett venait avec l'Irlande et avec sa langue. Ionesco venait avec la Roumanie. Mais d'une certaine façon, les pays d'origine de ces auteurs étaient relativement peu présents. Euh, les auteurs que je viens de citer, Apollinaire ne parle pas beaucoup de la Pologne, c'est le moins qu'on puisse dire. Ionesco parle peu de la Roumanie, et si Beckett parle un peu de l'Irlande, ce n'est pas le sujet majeur de sa littérature. En revanche, les auteurs qui vont suivre, que pour partie vous avez à l'écran, eux vont venir vers la langue française, venir d'une autre langue, vont s'exprimer en français et vont amener aussi leur part de territoire. Georges Semprin ou Jorge Semprún, comme on voudra, puisqu'il a été à la fois un auteur français et un auteur espagnol. Il a fait partie du jury du prix Goncourt en France. Il a été ministre de la Culture en Espagne. Donc, il avait cette double culture, double nationalité et double écriture, puisqu'il a écrit lui aussi en français un certain nombre de livres, et en particulier de livres très personnels, en particulier ceux qui touchaient à son enfance, à sa jeunesse et au moment de la guerre. Milan Kundera est un autre cas qui a d'abord écrit en tchèque, comme vous le savez, puis qui est venu en France et qui, on le dit, a lu un jour les traductions de ses livres du tchèque vers le français et n'a pas été très satisfait de ces traductions, et à partir de ce moment-là a décidé d'écrire lui-même directement en français. Le cas de Vassilis Alexakis que vous voyez ici à l'écran est intéressant. Il vient de nous quitter. C'était quelqu'un que je connaissais bien, qui était un ami, et j'ai à cœur de parler de cet homme et de son œuvre, car il a une œuvre singulière. Il a tout au long de sa vie écrit à la fois en grec et en français. Il a traduit ses livres du grec vers le français et du français vers le grec, et, disait-il, il n'écrivait pas la même chose en grec et en français. Il disait volontiers qu'il écrivait ses livres d'amour en grec et ses livres d'humour en français. Et puis il avait cette phrase, comment pourrais-je choisir entre les livres de ma mère et les livres de mes enfants? La langue de ma mère et la langue de mes enfants. Ces auteurs ont été suivis par d'autres ou précédés par d'autres. Je pense à la colonie russe, par exemple. On connaît aujourd'hui Andreï Makine, mais Andreï Makine a été précédé dans la littérature française par Nathalie Sarraute, par Elsa Triolet, par Joseph Kessel, tous ces auteurs qui sont venus, par Henri Croyat, qui sont venus par le biais de la Russie. Par la suite, vous avez des auteurs qui viennent de Roumanie, par exemple. Aujourd'hui, Irina Teodorescu, par exemple. Mais avant elle, Ionesco, que j'ai déjà cité, ou Sioran font partie de ces auteurs venus de la Roumanie vers la langue française. Aujourd'hui, outre ces deux pays que je viens de citer, c'est le monde entier. C'est à la fois l'Argentine, c'est l'Afghanistan, c'est la Biélorussie, c'est le Japon. Par exemple, de l'Afghanistan, Shabnam Zaryab, une jeune femme qui est venue avec sa mère, elle-même auteure, a écrit un roman qui a trait à son pays, qui s'intitule Le pianiste afghan. Atik Raimi, qui a tout d'abord écrit en persan, la langue de l'Afghanistan,
est venu en France et puis peu à peu, cet homme qui est à la fois romancier et cinéaste a choisi de s'exprimer en français et avec son livre, son roman Singé Sabour, qui porte un titre persan, Singé Sabour signifie Pierre patient, a obtenu le prix Goncourt pour son premier roman écrit en français. Il avait choisi de changer de langue. La Pologne, avec quelqu'un comme Marjana Sowa, qui est venu de Pologne en France et qui a rencontré celui qui allait devenir son compagnon de vie et compagnon de biographie, puisqu'ensemble, ils ont fait 6 albums de bande dessinée racontant la vie d'une petite fille polonaise. Les 6 volumes s'intitulent Marzi, Marzi comme un diminutif de Marjana. De l'Iran sont venus des auteurs comme Shador Javan, par exemple, ou Mariam Majidi. Ils fuyaient évidemment le régime iranien et ont choisi de venir en France et d'écrire en français pour exprimer ce qu'ils avaient à dire. Du côté de l'Asie, vous avez des auteurs, François Cheng, immense poète venu de Chine et qui est aujourd'hui lui aussi à l'Académie française et qui s'exprime en français. Mais des romanciers comme Dai Siji ou Yading, Yading ayant écrit Le Sorgho Rouge, Dai Siji ayant écrit Balzac et la petite tailleuse chinoise, sont des auteurs qui ont choisi de quitter la Chine et qui ont choisi avec le temps de s'exprimer en français. Pour symboliser un petit peu cette venue vers la langue française, je voudrais vous raconter quelques histoires personnelles singulières. Wei Wei, jeune femme chinoise qui fait des études, elle fait en particulier des études de lettres françaises. Elle est à l'université, survient la révolution culturelle et comme tous les intellectuels, elle est envoyée pour travailler dans les rizières. Et quelqu'un va la rechercher dans les rizières en disant « Nous avons besoin de personnes qui parlent français pour aider nos médecins coopérants qui partent à l'étranger, en particulier sur le continent africain. Nous avons besoin de gens qui parlent français. » En quelque sorte, Wei Wei a été d'une certaine façon condamné à apprendre le français. Bien lui en a été, et à nous aussi, puisqu'aujourd'hui elle vit certes en Angleterre, mais elle a écrit 3 livres qui sont en large partie autobiographiques directement en français. Je pourrais vous citer le cas, je parlais de l'Iran. Vous avez une jeune femme d'origine arménienne, Nahiri Nahapetian, sa famille est d'origine arménienne, mais vivait en Iran. Elle aussi a quitté l'Iran et elle est devenue, en France, la première auteure de romans policiers iraniens. Tout genre confondu, hommes ou femmes, c'est les premiers polars iraniens ont été écrits en français par Nahiri Nahapetian. Je voudrais attirer votre attention aussi sur un pays qui, lointain certes de la France et de la langue française, le Japon, en vous citant 3 cas d'auteurs venus du Japon et qui s'expriment en langue française. Le premier est peut-être le plus étonnant, Akira Mizobayashi, qui vit au Japon, qui enseigne au Japon, qui a enseigné le français, mais la littérature française, c'est un spécialiste en particulier du XVIIIe siècle, et qui, sur le tard, a choisi d'écrire lui aussi en français. Des choses très autobiographiques, une langue venue d'ailleurs, où il raconte ses rapports avec la langue française, mais aussi un superbe roman tout récemment qui s'intitule Âme brisée. Âme étant à entendre comme la petite pièce de bois sur les violons. Autre cas de japonais s'exprimant en français, Ryoko Sekiguchi, qui elle vit à Paris, mais vit un petit peu entre le Japon, où elle retourne très régulièrement, et Paris, où elle vit. Elle connaît très bien la gastronomie japonaise, mais aussi très bien la gastronomie française, elle connaît aussi très bien les vins français, et elle écrit des livres qui sont un petit peu des entre-deux, des livres qui nous disent ce qu'est la culture japonaise et elle en fait un écho par rapport à la culture française. Elle connaît l'un et l'autre, elle a un pied dans les 2 pays, elle traduit des auteurs japonais vers le français, elle traduit des auteurs français vers le Japon. Et enfin, la troisième, Aki Shimazaki, est-elle encore un cas singulier puisqu'elle est partie au Canada, mais au Canada anglais, à l'âge de 27 ans, et c'est à partir de 40 ans qu'elle a écrit ses romans. Elle en a écrit une quinzaine qui tous portent un nom japonais.
comme une marque, si vous voulez, d'appartenance au Japon, et tous ont trait au Japon. Quelles sont maintenant les raisons qui ont amené ces auteurs vers la France, vers la langue française? Il y a eu tout d'abord leur famille. Beaucoup sont venus tout simplement enfants, accompagnés l'un de leurs parents ou leurs deux parents. Beaucoup sont issus aussi de couples mixtes, c'est-à-dire de couples français et une autre nationalité. Ils ont été amenés à apprendre la langue française, parfois dans leur pays d'origine, mais pour beaucoup aussi en France, sous une forme de contrainte, contrainte librement acceptée, mais tout de même, ils n'ont pas choisi. Ce sont leurs parents qui ont choisi pour eux. Certains sont venus par le biais de la fascination, de la séduction, de la renommée de la littérature française. Je vais écrire en français, donc d'une certaine façon, je vais m'inscrire derrière Molière, Flaubert et Balzac, et Sartre. Beaucoup d'auteurs ont décidé aussi d'écrire en français parce qu'ils ont voulu tout simplement mettre en adéquation leur écriture et la langue qu'ils utilisent tous les jours. S'ils sont en France depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois davantage, ils parlent français quotidiennement, en dehors et parfois même dans leur famille, dans leur intimité, et ils ont donc mis leur langue d'écriture au diapason de cette langue de communication de tous les jours. Vous avez des auteurs qui sont venus pour des raisons heureuses, des raisons amoureuses. Shumona Shina est venue en France par amour de la poésie française et d'un poète français. Elle est aujourd'hui, venant de l'Inde, venant de Calcutta, venant du Bengale, une des auteurs qui s'exprime en français. Elle a en particulier écrit ce livre qui s'intitule tout simplement Calcutta et qui a trait à son retour dans le Bengale natal à l'occasion des obsèques de son père. Et plus récemment, Sedef Esser, qui est d'origine turque, a écrit un livre qui s'intitule Trésor national, dans lequel elle raconte les liens et les demandes étonnantes de sa mère, qui est une star, une vedette du cinéma et du théâtre turc. Et cette femme demande à sa fille, en quelque sorte, de participer à la mise en scène de son décès, qu'elle sait prochain. Et donc, c'est l'occasion pour Sedef Esser de raconter à la fois la vie d'une femme qui est une vedette du cinéma et du théâtre en Turquie, mais aussi la vie d'une jeune femme qui ressemble beaucoup à la sienne, qui est quelqu'un qui travaille dans le monde du théâtre, qui a écrit des pièces de théâtre en français, et là, elle s'exprime sous la forme de la narration du roman pour la première fois. Un autre exemple qui est assez étonnant, je vous citais tout à l'heure Marjena Sowa. Elle est née dans le sud-est de la Pologne, dans une ville ouvrière, et elle est un petit peu, disons, enfermée par le monde communiste qui est à l'époque, c'est l'époque où le général Jaruzelski domine le pays. La religion catholique est aussi très, très présente. Le pape Jean-Paul II vient de Pologne, il est à ce moment-là à Rome. Et donc la jeune fille est un petit peu enfermée dans ce double monde du politique et du religieux. Et puis un jour, une tante qui vit à Paris vient en Pologne visiter la famille. Tout le monde se met, comme on dit, sur son 31, le papa met sa cravate, la maman se fait une mise en pli, une choucroute, dira Marjena, et elle, on l'a pris d'être bien sage, de se tenir bien, d'être très, très poli. Et arrive cette tante venue de France, et la tante venue de France, c'est une jeune femme qui a les cheveux longs, qui est en jean, qui est en basket, et ce jour-là, Marjena dit « Ah, moi je voudrais bien être comme cette femme. » Voilà, c'est mon modèle. Et elle suivra, quelques années plus tard, lorsqu'elle aura 18 ans, elle suivra ce modèle, cette tante, et elle viendra elle aussi en France, tout d'abord à Bordeaux, puis ensuite à Paris, puis en Picardie, et elle écrira les livres avec Sylvain Savoya, dont j'ai parlé précédemment. Beaucoup d'auteurs n'ont pas des destinées aussi heureuses. Hein. Beaucoup d'auteurs ont fui les guerres, ont fui les dictatures, ont fui les oppressions. Un petit peu partout dans le monde. Je vous donne quelques exemples. Kim Thuy, jeune femme qui, à l'âge de 7 ans, doit fuir le Vietnam en boat people, se retrouve dans un premier temps dans un camp en Malaisie, et puis de ce camp, une organisation vient prendre sa famille et elle-même, et ils sont emmenés au Canada, au Québec. Et à partir de là,
qui puis écrira en français depuis le Québec. Elle est aujourd'hui une écrivaine reconnue comme une écrivaine québécoise canadienne s'exprimant en français. Mais même si ces romans portent des noms vietnamiens et n'ont trait finalement qu'au Vietnam ou à des histoires qui lient le Vietnam et le Canada. Autre exemple terrible aussi, Velibor Čolić. Voilà quelqu'un qui était journaliste, spécialiste de musique, qui voulait aussi créer un groupe de rock du côté de la Bosnie, son pays natal. Et puis la guerre de l'ex-Yougoslavie survient, il est enrôlé, il choisit de déserter, de fuir, il traverse les frontières, il arrive en France, il avait écrit un certain nombre de livres en serbo-croate, il écrit désormais ses livres directement en français. C'est lui qui a cette superbe, amusante, provocatrice, mais superbe phrase. Il dit volontiers, et cela fait rire en général, quand je suis arrivé en France, je connaissais 3 mots, Jean-Paul Sartre. Bon, l'histoire est anecdotique, mais je crois qu'elle a quelque chose de vrai, c'est-à-dire que Velibor venait avec une part de la culture française parce qu'il avait lu Sartre en serbo-croate, en traduction, mais il avait lu Sartre et un certain nombre d'autres auteurs, et c'est peut-être grâce à ces auteurs et à ces lectures qu'il est aujourd'hui un auteur s'exprimant en français. Autre exemple aussi difficile, Laura Alcoba, qui est née, elle, en Argentine. Ses parents étaient des opposants clandestins. Ils ont dû fuir la dictature. Son père a été emprisonné. Sa mère a quitté le pays, est venue en France. Elle se retrouvait en banlieue parisienne. Et dans son premier livre, elle raconte comment ses parents dissimulaient leurs actions sous un élevage de lapins. La petite fille ne voyait qu'un élevage de lapins. Et c'était en fait, derrière le bruit et l'odeur des lapins, une imprimerie clandestine qui fonctionnait. Et presque tous ces auteurs, je pourrais en citer bien d'autres, mais presque tous ces auteurs, et c'est ce qui les rend, si vous voulez, unis d'une certaine façon par une même démarche, tous ces auteurs ont eu la volonté de dire, de retrouver le pays d'avant, le pays de leurs parents, que ce soit un pays qu'ils ont eux-mêmes quitté à l'âge adulte ou qu'ils l'aient quitté à l'âge enfant, c'est-à-dire qu'il l'est pour certains très peu connu. Ils ont tous pratiquement écrit tout ou partie, et en tous les cas toujours leur premier livre avait trait à ce pays quitté, comme une forme d'hommage à ceux qui sont restés, à ceux qui sont morts aussi, peut-être une forme de dette, je ne sais pas si le mot est trop fort ou pas, mais une sorte de dette vis-à-vis de ce pays qui était quitté. Même ceux qui sont nés en France d'une famille venue d'ailleurs, je pense à 2 Vietnamiennes, Minh Tran Nguyen, qui est née à Clamart, et je pense à Doan Bui, qui est née au Mans. Ces 2 jeunes femmes et jeunes filles sont nées en France, ont suivi une scolarité française, sont un pur produit de l'école française, et leurs premiers livres ont tous trait à la culture du Vietnam, à une héroïne, petite fille qui vit au Vietnam, ou à une jeune femme qui retourne dans le pays qu'elle ne connaît pas d'une certaine façon, qu'elle découvre, et elle montre les heurts que cela, elle montre toutes les deux les heurts que cela peut susciter. D'une autre zone géographique, le Liban, je citerai Sabil Roussoum, qui lui est né à Paris, dans une famille libanaise, et ces 2 livres ont trait complètement à la culture et à ses déchirements vis-à-vis du Liban. Le premier s'appelle le Nez juif, le second s'appelle Beyrouth, entre parenthèses. Autre cas d'un auteur qui est né à Paris, Ferhat Alani, il est né d'une famille irakienne, vit aujourd'hui de nouveau dans le monde arabe, et ses 2 premiers livres, qui sont des bandes dessinées, ont trait à son pays d'origine, ou du moins au pays d'origine de ses parents. Le premier s'appelle Le Parfum d'Irak, ses parents, son père était irakien, et le second s'appelle Fallujah. Et les conséquences de ces exils et de ces exils littéraires, quels sont-ils? Eh bien, ils sont les suivants. D'abord, certains ont changé de langue. Vous l'avez vu avec ceux que j'ai cités. Atik Raimi, dont je parlais tout à l'heure, a dit plusieurs fois que jamais il n'aurait pu écrire Singé Sabour, son premier roman en français, en persan, dans la langue de sa mère, dans la langue de la religion. Il y avait un certain nombre d'interdits. Il y avait dans ce livre des passages qui avaient trait à la sexualité féminine, et Atik Raimi a toujours dit que c'était quelque chose qu'il aurait été impossible de dire, d'écrire dans la langue de sa mère,
dans la langue de la religion. Velibor Čolić a lui aussi changé de langue et passé de cette langue serbo-croate à une langue française qu'il dit parfois être imparfaite, mais qu'il aime dans son imperfection, qu'il aime laisser avec ses anfractuosités dans laquelle d'autres langues, peut-être le serbo-croate, viennent se glisser, s'immiscer. Très récemment, un jeune poète syrien, qui s'exprimait évidemment en arabe, a dû quitter le pays d'une façon clandestine. Il s'est installé en France, il a appris la langue française et il s'est mis à écrire en gros un récit qui est très autobiographique, puis un roman, et ces deux livres, il les a écrits directement en français. Tous ces auteurs ont souvent trouvé dans la langue française une plus grande liberté d'expression. Ils ont pu dire des choses qu'ils n'avaient pas dites. Je citais tout à l'heure Semprún. Semprún a parlé des camps de concentration. Il n'en avait pas parlé en espagnol. Agota Christophe, que je n'ai pas cité, n'avait pas écrit en hongrois ce qu'elle a pu écrire avec sa trilogie sur sa fuite d'enfance à travers la guerre. La langue française leur a aussi permis une plus grande diffusion. Le monde francophone, tout d'un coup, alors par rapport à certaines langues, peut-être pas, ou une sorte d'égalité, par rapport à d'autres langues, évidemment. Si on écrit en hongrois, si on écrit dans un certain nombre, en albanais par exemple, et qu'on décide d'écrire en français, évidemment du jour au lendemain, il y a un lectorat francophone, dont j'imagine tous et toutes vous faites partie, qui est là potentiellement devant vous. Que disent ces auteurs? Ils ont dit pour l'essentiel l'enfance, le pays d'avant, le pays des parents. Les violences subies sont présentes dans leur livre. Ils parlent aussi souvent du retour dans le pays ou de l'aller dans ce pays lorsqu'ils ne le connaissent pas. Et là, c'est la découverte. Tout d'un coup, une jeune fille rentre dans son pays qu'elle a connu il y a 10, 15 ans, elle l'a connu jusqu'à l'âge de 10 ans, elle y retourne, elle a 25 ans et elle découvre un autre monde. C'est ce qu'a découvert Shabnam Zaryab avec son livre le pianiste afghan. Voilà une jeune femme qui retourne dans son pays, elle est jeune adulte, elle a quitté le pays enfant, et elle ne reconnaît pas Kaboul, elle ne reconnaît pas le pays, et elle ne reconnaît pas non plus son petit amoureux de 10 ans qui aujourd'hui en a 25 et porte une moustache. Le pays ne la reconnaît pas non plus, elle n'est pas intégrée. C'est ce qui est arrivé par exemple à Kim Thuy ou à Doan Bui lorsqu'elles sont allées dans le Vietnam de leurs parents ou dans leur Vietnam de naissance et Kim Thuy, on lui a dit tu es trop grosse pour une Vietnamienne. Alors que Kim Thuy n'est pas une femme qui est surchargée de kilos, loin de là. Mais simplement dans sa manière de s'exprimer, les Vietnamiens marquaient par cette phrase son étrangeté, le fait qu'elle ne parlait peut-être pas très bien le vietnamien. Ce sont des remarques qu'ont entendues également Velibor Čolić, qui, ses copains bosniaques lui disent aujourd'hui tu as un accent français en serbo-croate. Donc ce sont ces retours-là qui sont dits dans ces livres. C'est aussi être étranger dans le nouveau pays, être étranger en France, être étranger au Canada, être étranger en Belgique ou en Suisse, c'est-à-dire avoir un statut où sans cesse il vous est demandé mais vous venez d'où? Ah, je suis né à Paris. Oui, mais à part ça, et parce qu'on quête l'origine des parents. C'est aussi dire pour ces auteurs l'entre-deux. L'entre-deux, c'est souvent la traduction. La traduction de Sekiguchi, de Čolić, de Shumonashina, qui traduit également vers le bengali et qui traduit des poètes bengali vers le français. L'entre-deux, symbolisé par Alexakis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment disent-ils tout cela, ces auteurs? Eh bien, il y a souvent une présence, une toponymie dans les titres des livres. Par exemple, vous trouvez les 3 livres de Kim Thuy s'appellent Rue, Vie et Man. Il s'agit de mots vietnamiens ou de noms et prénoms vietnamiens. Katrina Kalda, qui vient d'Estonie, a écrit un roman estonien. Omar Suleiman a écrit Le dernier Syrien. Le livre de
Laura Alcoba, qui raconte l'histoire de la clandestinité, s'appelle Manège, mais porte en sous-titre Petite chronique argentine. d'ICG, je citais son titre tout à l'heure, le livre s'intitule Balzac et la petite tailleuse chinoise. La présence de Balzac marque bien la parenté, la filiation avec la langue française. Vous avez parfois dans un certain nombre de livres aussi des mots qui viennent s'immiscer, des mots en créole, des mots en arabe, mais aussi des mots en vietnamien, en chinois, en persan, qui viennent d'une certaine façon marquer le territoire littéraire de cette empreinte qui vient d'ailleurs, qui vient du pays quitté. Ces livres ont écrit dans tous les genres littéraires. J'ai parlé principalement du roman, la poésie est très présente, mais la bande dessinée aussi est un genre dans lequel les auteurs venus d'ailleurs se sont exprimés. J'en veux pour preuve les talents reconnus de Marjane Satrapi avec Persépolis, elle vient d'Iran, de Riyad Sattouf, l'arabe du futur, il vient de Syrie, de Zeina Abirached, le piano oriental, elle vient du Liban, de Marguerite Aboué, Aya Diop-Pougon, elle vient de Côte d'Ivoire, ou de Ferhat Alani, le parfum d'Irak, il vient pour partie d'Irak. Et en conclusion, ce que je voudrais vous dans cette intervention, c'est dire deux choses. Dire que parfois la naissance est un déterminisme très important pour les écrivains. Beaucoup d'auteurs viennent d'un certain nombre de lieux et ce lieu a été déterminant. Je vous donne deux exemples dans la littérature française. Marguerite Duras, Albert Camus. Vous enlevez le Vietnam de l'un, vous enlevez l'Algérie de l'autre, l'œuvre s'effondre. Les deux œuvres semblent sous-tendues par cette naissance et les conséquences de cette naissance. Je voudrais aussi vous dire, pas faire le quiz parce que les réponses ne sont pas possibles, mais vous savez, les 7 derniers prix Nobel de littérature français, ceux qui ont obtenu le prix Nobel depuis les années 50, donc en gros un peu plus d'un quart de siècle, qui sont-ils? Il s'appelle Albert Camus, il s'appelle Saint John Perse, il s'appelle Beckett, il s'appelle Claude Simon, il s'appelle Gao Xingqiang, il s'appelle Jean-Marie Gustave Leclésio et il s'appelle Patrick Modiano. Où veux-je en venir? Camus est né en Algérie, Saint John Perse est né dans la Caraïbe, Beckett est né en Irlande, Claude Simon est né à Madagascar, Gao Xingqiang a écrit 2 pièces en français et vient de Chine, Leclésio est né à Nice, mais toute sa famille est mauricienne, Patrick Modiano, sa mère est flamande, son père est italien. Tous nos prix Nobel sont des auteurs venus d'ailleurs, du monde. La seule exception est Sartre, mais Sartre a refusé le prix Nobel de littérature, ce qui m'arrange bien dans mon raisonnement. Je veux dire par là, il ne s'agit pas de dire que tout ce qui vient de l'extérieur est bien, et contrairement à ce qui est produit directement en France. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Mais je dis simplement, faisons attention, soyons attentifs à ces écritures qui viennent d'ailleurs, ne centrons pas notre regard sur du franco-français. Il y a beaucoup peut-être de talent, en tous les cas, notre palmarès des prix Nobel serait considérablement appauvri si on devait enlever les auteurs qui ne sont pas nés sur le territoire. Voilà, ce petit tour d'horizon, j'aurais pu sans doute citer bien d'autres auteurs, mais je m'arrête là et je vous laisse la parole et la place pour des questions si toutefois vous en avez et je vous écoute ou du moins j'écoute votre intermédiaire. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Bernard Magnier. C'est effectivement très enrichissant et c'est les commentaires qui ressortent. J'ai retenu Clarisse qui disait « J'ai envie maintenant de lire tous ces auteurs ». Céline aussi qui disait « Très inspiré en effet, ça donne envie de les lire tous ». Et je rappelle qu'il y a effectivement une bibliographie, vous nous avez fourni une liste de 30 auteurs qui se trouvent sur le Padlet. Donc vous pourrez petit à petit les découvrir. Par rapport aux questions, il y avait une commande plus personnelle d'Anja qui voulait un peu plus d'informations sur Alphonse Daudet en particulier. Je ne sais pas si… Écoutez, je ne
connais pas particulièrement Alphonse Daudet, je vois pas pourquoi, si ce n'est la seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il a amené le monde de la Provence, mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à Alphonse Daudet, mais j'avoue que c'est pas un auteur que je connais très bien, donc je un peu rebondir sur ce que vous avez dit précédemment. La liste que j'ai donnée, c'est une trentaine de livres et c'est à peu près les auteurs que j'ai cités. Donc, vous pouvez à chaque fois faire référence à cette liste et à ces lectures. Et moi, je l'espère. J'essayais au fur et à mesure de vous remettre effectivement les titres qui étaient cités, mais vous pourrez justement voir la liste calmement par la suite. Alors, si on reste sur les auteurs, est-ce que justement il y a un auteur qui vous inspire plus qu'un autre? C'est difficile ça, parce que vraiment, moi, enfin, j'aime la découverte et bon, ce qui m'intéresse dans un livre, c'est, je vais prendre la question par ce biais. Ce qui m'intéresse dans un livre, c'est que le livre m'emmène ailleurs. Mais l'ailleurs, il peut être à 10 000 km ou il peut être derrière la porte et on n'a pas vu ce qui se passait derrière la porte. Ça peut être très proche et très lointain. J'aime aussi que les livres me touchent par leur écriture, qu'il y ait du nouveau, qu'il y ait une manière d'écrire, de dire les choses qui soit nouvelle. Et puis j'aime les livres qui me touchent personnellement, qui me touchent par une histoire. Alors ça peut être une catastrophe et beaucoup d'auteurs ont raconté des choses douloureuses, mais ça peut être aussi une histoire heureuse, une histoire d'amour, être emporté par un livre. Donc, un auteur, non, ça serait difficile parce que moi j'aime beaucoup Amadou Kourouma parce qu'il me semble que sa littérature est vraiment un heureux mélange entre une langue française et sa langue de Côte d'Ivoire, le malinké, et qu'il y a des trouvailles d'écriture dans ce livre qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas le malinké. Et le malinké dans cet livre. Bon, je pourrais citer bien d'autres auteurs. Mais effectivement, c'est ce qui ressort aussi, c'est que le titre étant du monde à la langue française, on aurait envie aussi de le retourner et de dire de la langue française au monde, parce que c'est vrai que ça nous permet, ces lectures, de voyager, de rentrer dans d'autres mondes. Oui, c'est la grande. Sinon, nous sommes obligés de passer par la traduction. Et bravo aux traducteurs et merci à eux parce que sinon, je sais pas combien, les 95% de la production littéraire mondiale nous échapperait. Heureusement qu'il y a les traducteurs qui eux aussi font de la francophonie. Hein. Les traducteurs vers la langue française, c'est une façon de réactiver la langue. Alors, il y avait une autre question, mais c'est peut-être un peu plus en dehors de la thématique. On a parlé des auteurs donc non francophones qui ont adopté la langue française. Et que se passe-t-il des auteurs francophones qui ont adopté d'autres langues? On m'a de temps en temps posé cette question-là. J'en connais très peu. Je sais qu'il y a un auteur suisse d'ailleurs qui est installé au Japon et qui est, paraît-il, reconnu comme tel. Je sais qu'il y a un auteur français, Daniel Chavarria, qui s'est exilé à Cuba et qui écrit en espagnol. Il y a quelques auteurs qui sont allés du côté évidemment du Canada anglais et du côté de l'Amérique du Nord, des USA, mais j'en connais relativement peu. J'ai l'impression que le phénomène s'est plus fait dans ce sens-là que d'auteurs français qui seraient partis vers d'autres langues. En revanche, vous avez des auteurs venus par exemple de l'Afrique ou de la Caraïbe qui sont installés dans d'autres pays européens. Vous avez en Hollande, par exemple, beaucoup d'auteurs, je cite cet exemple-là, mais je pourrais en citer d'autres, d'auteurs venus du Maroc qui sont installés aux Pays-Bas et qui existent comme des auteurs hollandais ou des Pays-Bas, mais qui sont d'origine marocaine. Donc, je n'ai pas cité tout à l'heure, mais vous avez une auteure qui est née en France, mais qui vit aujourd'hui en Suisse, et ses parents sont à la fois suisses et coréens, Elisa Chloé Dussapin, et elle a écrit des livres qui ont trait à la Corée de ses parents et de ses grands-parents. Et elle est née, comme je vous disais, en France et elle vit en Suisse. Donc, c'est pas un phénomène exclusivement franco-français. Peut-être une dernière question, comme on s'adresse pour beaucoup à des professeurs de français qui travaillent bien sûr avec des adultes, mais aussi avec des adolescents.
est-ce que vous auriez certaines recommandations pour que des adolescents avec un niveau linguistique assez simple, j'allais dire, peuvent aborder une œuvre? Ouais, je pense que alors, il y a certainement des livres qui sont plus faciles d'accès d'un point de vue strictement littéraire, mais ça, les professeurs sont plus armés que moi pour en faire la distinction. Mais ce qui me semble important, c'est aussi d'amener dans la classe, auprès des élèves, auprès des étudiants, des univers qui leur sont beaucoup plus proches, y compris en France. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut enlever Flaubert, Molière, et, Balzac et Camus de la langue française, de la littérature française et de l'enseignement, mais peut-être qu'en leur adjoignant un certain nombre d'auteurs, quelques textes signés Gaël Faye, dont ils ont entendu par ailleurs la musique, ce serait peut-être une bonne chose pour les amener à la lecture, les amener à la littérature. Si on met Petit Pays ou un extrait de Petit Pays de Gaël Faye dans les programmes, ce qui est fait en partie, je pense que ça serait pour un certain nombre d'élèves, d'étudiants, une bonne chose parce qu'ils se reconnaîtraient peut-être davantage dans le personnage développé par Gaël Faye que dans un certain nombre de livres plus classiques. On peut peut-être passer plus facilement de Gaël Faye à Chateaubriand que l'inverse. C'est mon intime conviction. Et je pense que pour un certain nombre d'enseignants qui sont dans tel ou tel lieu du monde, il serait peut-être intéressant de temps en temps de mettre quelques auteurs. Avec, vous savez, le site qui s'appelait le Franc-Parler de l'OIF, nous avons fait un certain nombre de petites anthologies géographiques qui réunissent des auteurs venus du Maghreb, venus de l'Afrique subsaharienne, venus du monde latino-américain, venus de l'Asie, venus du Proche-Orient. Il y a là un choix de, à chaque fois, 20 ou 25 auteurs, je ne me souviens plus exactement, et avec à chaque fois des titres, et je l'espère, des encouragements à la lecture. On va effectivement leur conseiller donc d'y accéder. Alors, un grand merci effectivement pour cette intervention et puis on aura donc plaisir à vous entendre dans d'autres interventions évidemment ou d'autres festivals. Merci beaucoup Bernard Magnier et puis nous allons donc continuer le programme avec donc cette pause culturelle là aussi. Donc, je vais passer la parole à Stéphane pour la pause culturelle, mais je rappelle donc que toutes les références se retrouvent sur le Padlet. Donc, vous avez ici le code d'accès. Merci encore à vous. Et bonne lecture à tous. Merci. Merci beaucoup Annick, merci Bernard. Donc, nous allons continuer et conclure ces universités clés formation avec un petit événement culturel, la présence de Valérie Cliot, et je vais céder tout de suite la parole à Monsieur Sylvain Lavoie, le directeur du Centre de la francophonie des Amériques, notre partenaire, et qui va nous introduire l'artiste tout de suite. C'est à vous. Merci Stéphane, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour chères enseignantes et chers enseignants de français. Je vous parle de chez moi, à Québec, et c'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai œuvré pendant une vingtaine d'années dans le secteur de l'éducation et en francophonie au Nouveau-Brunswick. Et depuis 6 mois, eh bien, je travaille pour le gouvernement du Québec, alors que je me suis joint à la belle et dynamique équipe du Centre de la francophonie des Amériques. Le Centre est très fier d'être partenaire de Clés internationales pour la tenue de cette formation. Je profite de l'occasion pour vous remercier chaleureusement d'avoir organisé cette belle initiative. J'en profite aussi pour remercier ma collègue Janaïna Nazari-Gomez qui a fait une intervention plus tôt aujourd'hui. Janaïna est très engagée dans la francophonie et est très active au centre, notamment par son engagement à titre d'administratrice au sein de notre conseil d'administration. Chères enseignantes, chers enseignants, vous êtes des ambassadrices et des ambassadeurs sur le terrain. Vous portez cette passion pour la langue. Ensemble, nous travaillons à bâtir une francophonie plus solidaire, plus forte, plus inclusive et plus vivante. La francophonie des Amériques, eh bien, c'est une famille de 33 millions.
Vous faites partie de cette grande famille et notre mandat est justement de faire rayonner le français dans les Amériques. Étant convaincu que la culture est un pont extraordinaire entre les communautés, il nous fait plaisir de vous offrir un cadeau pour clore cette formation. Une artiste très, très talentueuse est avec nous aujourd'hui, Valérie Clio. Elle est accompagnée de son complice musical, le guitariste Guillaume Tondreau. Valérie est une artiste québécoise originaire d'Haïti qui a vécu à New York. Elle incarne les Amériques à elle seule. Place à la musique, place à la diversité, place à l'amour de la langue française, place à cette francophonie qui nous rassemble, place à Valérie Clio. Bonne journée et à bientôt. Bonjour tout le monde, merci pour cette belle introduction. Alors, je suis contente d'être avec vous. Guillaume Tondreau, comme on l'a présenté tout à l'heure, est avec nous et on a choisi 2 textes du terroir québécois qu'on va mettre en musique pour vous présenter combien on aime la langue française. On va vous présenter « Il y a les mots » de Francine Raymond et ensuite « Mon pays » de Gilles Vigneault. Il y a les mots qui amusent et ceux qui abusent. Les mots qui blessent comme autant de morsures. Les mots qu'on pleure et crache en venin de chagrin. Et ceux qu'on échange en poignées de main. Il y a les mots qui nous lient sous le sceau du secret. Et ceux qui déchirent et séparent à jamais. Les mots qui nous hantent pour un instant de folie. Ouais. Et ceux qui disparaissent dans l'oubli. Dans tous ces mots qui m'entourent et m'appellent, j'entends les enfants jouer dans la ruelle. Je vois des ponts bâtis au bout des hommes, au bout des chaînes. Là où il y a les mots, il y a les mots qu'on soupire pour passer aux aveux, ce qu'on murmure pour mieux parler à son Dieu, les mots qui nous frappent pour nous aider à tout comprendre. Ce qu'on échappe et qu'on aimerait bien reprendre. Dans tous ces mots qui m'entourent et m'appellent, j'entends les enfants jouer dans la ruelle. Je vois des ponts bâtis au bout des hommes, au bout des chaînes, là où il y a les mots, dans tous ces mots. Au bout des chaînes, là où il y a les mots. Francine Raymond, il y a les mots. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est vraiment une question que j'aimerais que à laquelle vous répondiez par un oui ou un pouce.
comme on est à Québec, on veut s'assurer que la finale, vous l'ayez bien savourée. Ça se passe bien, on me dit. Alors, c'était Francine Raymond, il y a les mots. La prochaine pièce, c'est une pièce, comme je vous ai présenté, qui est une chanson de Gilles Vigneault. Et au Québec, on a un climat qui est assez rigoureux. Puis je me suis dit, pour bien l'aimer, ce climat, il faut l'embrasser. Puis il faut, comme on dit en québécois, s'organiser pour avoir du fun avec. Et Guillaume et moi, on a décidé de vous offrir une version plus épicée. On met du soleil dans la neige. Et ça s'appelle Mon pays. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle quand viendront les autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froidure. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon, car les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la neige. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la plaine. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie, c'est pour toi que je veux posséder mes hivers, mes hivers. Pour toi que je veux posséder mes hivers, mes hivers. Oh, oh, oh. Posséder mes hivers. Merci beaucoup au Centre de la francophonie. Merci à vous tous. Et puis, chérissez la langue de Molière. Grâce à elle, nous connectons. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo Valérie, bravo Guillaume. Merci, un plaisir de vous voir. Merci beaucoup, à bientôt. Terminé en musique, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, bye bye. Merci beaucoup. Alors pour terminer maintenant ces universités clés formation, je vais passer la parole à Rui Albaran qui va conclure, donc le directeur commercial de Clé International, pour la cérémonie de clôture et le discours de clôture. Rui, c'est à toi. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une semaine de travail s'est conclue aujourd'hui pour l'Université Clé Formation. 8 jours intenses, intéressants et enrichissants pour continuer à se former en direct et en différé. Une semaine consacrée à l'évaluation et à la francophonie où nous avons réfléchi ensemble et ouvert des perspectives didactiques. C'était l'objectif. J'espère qu'ensemble, nous l'avons atteint.
Une conjonction de talents et d'acteurs connus en tant que le collectif Cléformation nous a permis d'assister à des bons moments de réflexion véhiculés par les manifestations des 2 parcours proposés. Concernant l'évaluation, nous avons eu la chance de découvrir en avant-première les nouvelles grilles d'évaluation du DELF et tout le travail d'analyse réalisé en amont par France Éducation Internationale, preuve du sérieux de cette institution. 2, de profiter du témoignage et des explications très pratiques de Virginie Salle à l'occasion de son atelier, mais aussi à travers les échanges très enrichissants qui se sont poursuivis sur le Padlet à propos de l'attribution d'une note ou d'une autre. 3, de découvrir des capsules vidéo de Judy View et de Cédric Vial qui nous ont éclairé sur l'évaluation à travers les QCM ou le projet. 4, enfin, de bénéficier de l'analyse et de la synthèse très précise de Cynthia Aid pour mieux saisir tous les enjeux de l'évaluation. Merci à elles toutes et à eux tous de nous avoir apporté leurs compétences et leur savoir-faire et toutes leurs explications. Dans notre parcours francophonie, nous avons pu constater à travers les ateliers de Arnaud Panier et de Janaïna Nazari, les mini-books de Carlos Solorzano et Shinji Letushao, combien la francophonie est complexe. Comment elle constitue avant tout un espace de rencontre, celui où des personnes issues de tous les coins de la planète partagent, échangent, croisent des cultures, des sonorités et des visions du monde. Nos intervenants, venus d'Europe, d'Asie et des Jamaïques, nous ont ainsi montré comment évolue cette francophonie plurielle. Ils et elles nous ont donné pour nos salles de cours des pistes de réflexion et des idées concrètes de mise en pratique pour que cette francophonie vivante et actuelle ne soit plus une anecdote ou un quota à remplir, mais tout au contraire, qu'elle soit véritablement partie prenante dès l'enseignement, apprentissage du français. Nous avons vu que cette francophonie immersive participe à la construction de nos identités en mouvement, en invitant les apprenants à mieux comprendre et aussi à mieux dire leur propre monde. Et maintenant, nous concluons et nous clôturons cette édition de printemps de Cléformation. Après avoir écouté avec beaucoup de plaisir la belle conférence plénière portant sur la singularité de la francophonie par le biais de la littérature proposée par M. Magnier, et après une spectaculaire interprétation musicale très vivante, donnant voix à la francophonie au sens large, son vrai sens, présentée par nos chers partenaires et amis du Centre de la francophonie des Jamaïques, avec le concours du talent artistique de Valérie Clio et du guitariste Guillaume Tondreau. Toute notre reconnaissance va, encore une fois, à nos très chers partenaires et collègues. Le Centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté, le Centre de la francophonie des Jamaïques, France Éducation Internationale, la Fédération internationale des professeurs de français, l'Universidad Nacional Autónoma de Honduras et à la puissante équipe d'experts qu'ils ont rassemblés pour vous. Le collectif Cléformation, Clé Internationale, l'éditeur du français langue étrangère et le français dans le monde, la revue de la FIPF, vous remercie. Vous remercie de votre confiance et de votre engagement et vous souhaite la plus belle des réussites dans votre enseignement du FLE, en présentiel, à distance, lors des événements pédagogiques ou de nos rencontres ponctuelles. Notre équipe reste et restera à votre écoute et à vos côtés. Très bientôt sur les routes de la didactique du FLE et de la francophonie.